Louével Ramkalawan, leader de l'Union démocratique séchelloise, la 6e tentative aura été la bonne. Depuis le 25 octobre 2020, il préside aux destinées des Seychelles. Son élection a mis fin aux 43 années de pouvoir du Parti du Peuple, l'ex-parti unique. Et c'est sous le signe de la réconciliation et du retour à la civilité qu'est placé son premier mandat. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Madame Denise. Et merci d'accueillir TV5 Monde au State House pour cette interview exclusive à la veille du premier anniversaire de votre accession au pouvoir. Cette marche vers le pouvoir n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour quelles raisons l'ecclésiastique anglican que vous êtes s'est-il engagé en politique? J'ai toujours cru à la démocratie, à l'épanouissement de mon peuple. Pendant les années du parti unique, j'ai vécu la souffrance de mon peuple. J'ai vu des amis qui se sont tués, qui ont été tués par le régime. J'ai vu beaucoup de Seychellois qui sont partis en exil. Et j'ai expériencé cette victimisation. Et donc, le prêtre qui vit toujours en moi m'a dit non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple s'épanouisse. Dieu veut que la liberté de son peuple règne et que la justice soit toujours à la une. Donc, j'ai eu cet appel et c'est à partir de là que j'ai prononcé une homélie où j'ai dénoncé le système. Et je pense qu'à partir de là, j'avais une seule route pour pouvoir lutter et assurer que la démocratie règne dans ce pays. Mais avant cette victoire, dès le premier tour, en octobre 2020, vous avez connu 5 échecs. Oui. Est-ce la foi qui vous a fait tenir et résister? Bien sûr, parce que pour moi, la mission n'était pas vraiment pour être président, mais pour l'épanouissement du peuple. C'est pour cette raison que, par exemple, en 2015, quand j'ai perdu les élections par 193 voix, je suis allé aux assises pour que la justice règne. Mais malheureusement, les choses sont allées contre nous. Mais j'ai dit, pas de violence. La violence n'était pas sur l'agenda. Et je pense que si un leader africain avait perdu les élections... Il les aurait contestées. Exactement. Non seulement la contestation, mais peut-être la violence. Il aurait fait descendre les gens dans la rue. Exactement. Mais moi, j'ai dit non. Il y a une raison. Et je dis, bon, on continue avec le travail. Je suis allé à l'Assemblée nationale et l'année ensuite, en 2016, j'ai remporté la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, on a continué avec la mission. Et finalement, le peuple a cru et les résultats sont tombés en notre faveur. Et vous croyez toujours en votre étoile? Oh oui, mais non seulement dans mon étoile, mais aussi parce que la démocratie, la liberté, la justice, tous ces atouts sont partis de moi. Et donc, c'est pour cette raison aussi. Aujourd'hui, à la veille de la première année, je dis, la démocratie s'aboutisse, la démocratie progresse et les Seychellois doivent se sentir vraiment libres. Depuis le 25 octobre 2020, l'homme politique a-t-il pris le dessus sur le prêtre anglican ou alors continuez-vous à mener de pair ces deux engagements? Les deux engagements. Mais c'est ça la question. Souvent, les gens disent « mais il y a une contradiction ». Mais pour moi, je dis non, il n'y a pas de contradiction. Quand j'ai eu la vocation pour devenir prêtre, c'était pour servir.
Et donc, c'est le service qui est toujours Au centre de votre mission. au centre de ma mission. Et on sert son peuple pour pouvoir soulager le peuple dans leurs difficultés. On cherche à combattre la pauvreté. On cherche à promouvoir la justice. Et donc, c'est toujours la même mission. Et avoir la foi en Dieu, c'est aussi à soumettre. Donc, cette soumission est vraiment importante parce que sinon, on pense que c'est moi qui est Dieu. Mais je dis toujours non, je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur. Et donc, le service pour le peuple, vis-à-vis le peuple, c'est ça qui continue à me guider. Je me suis laissé dire, Monsieur le Président, que vous continuez à aller prêcher à la cathédrale Saint-Paul de Victoria. Combien de fois par mois? C'est pas combien de fois par mois. Maintenant, là, je suis tombé d'accord avec mon évêque pour les occasions. Par exemple, l'année dernière, après la victoire, j'ai prêché. C'est moi qui ai célébré l'Eucharistie. Et à n'importe quel moment que... Vous êtes sollicité? Oui, vous êtes je suis disponible. sollicité, je suis entièrement disponible. Je dirige aussi les funérailles, spécialement pour les membres de la famille ou pour des amis proches. Donc, je suis toujours prêtre anglican. Et je dis toujours, quand je remplisse des fichiers, des fiches pour l'occupation, je dis prêtre anglican. Et pas président de la République? Non. Vous pourriez mettre les deux? Oui, mais pour moi, je suis d'abord prêtre. D'abord prêtre et ensuite président. En 1990, vous dénonciez le parti unique. 3 ans plus tard, le multipartisme était instauré aux Seychelles. Cela flatte-t-il l'ego du prêtre que vous êtes de savoir que dans l'histoire des Seychelles, on dira que le prêtre Wewel Ramkalawan est le père de la démocratie séchelloise? Je ne dirais pas que je suis le père de la démocratie. Vous êtes modeste. Enfin, merci bien. Mais je dirais que je suis un Seychellois qui a œuvré pour cette démocratie, pour l'épanouissement de cette démocratie. Et oui, je sais que mon nom est déjà dans les livres d'histoire. Mais je pense que si je suis un modèle, un exemple pour les autres Seychellois, spécialement pour les jeunes, mais là, j'ai beaucoup d'espoir parce que je sais que les Seychelles n'iront jamais vers la dictature encore. Et ça me soulage. Lors de votre première prise de parole en qualité de président élu, vous avez relevé les maux qui minent la société seychelloise, la corruption, le copinage, l'inefficacité. Vous avez également parlé de paix, de tolérance et du retour à la civilité. C'est un bilan très critique vis-à-vis de l'action de vos 4 prédécesseurs. Et c'est très loin de l'image de carte postale que renvoient les Seychelles. Le pays va-t-il si mal? Aujourd'hui, avec les institutions qui font leur travail, je peux dire qu'on bouge dans la bonne direction. Mais en même temps, il faut toujours penser qu'on a une commission qui cherche la vérité. On y reviendra. Oui, mais tout cela pour simplement dire que l'image de la carte postale n'est pas vraiment la réalité que les Seychellois ont vécue pendant les 43 ans. Et donc, moi, j'ai cette responsabilité d'apporter la réconciliation. Et aujourd'hui, je prends ce boulot au sérieux. Et c'est pour cette raison encore que je dis, on va dans la bonne direction, vers la réconciliation. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances il y a beaucoup de larmes qu'il faut essuyer et pour redonner la confiance. Mais on est dans la bonne direction. Seychelles ensemble pour aller de l'avant, c'est votre credo, Monsieur le Président.
Un an plus tard, comment cela se traduit-il concrètement dans la vie des Seychellois? Je dirais, bon, pour certaines personnes, ça ne va pas trop bien, parce qu'on a dû prendre des décisions vraiment sérieuses en ce qui concerne l'économie, parce que l'économie allait mal avec la pandémie et avec les Seychelles qui étaient fermées et l'industrie du tourisme qui est tombée de 75%. L'économie allait vraiment mal. Donc, on a dû prendre des décisions. Et ces décisions ont fait du mal à une partie de la population. Mais la bonne chose, c'est qu'avec le sacrifice qu'on a pris pendant 2021, fin 2020 et 2021, aujourd'hui, on voit la lumière. Aujourd'hui, l'économie commence à épanouir. Et les gens commencent à trouver que le sacrifice valait la peine. Valait la peine, exactement. Depuis un an, la commission Réconciliation et Vérité, vous en parliez tout à l'heure, tient ses travaux. Ils vont s'achever en 2022. Cet exercice de catharsis va-t-il aboutir sur le pardon des crimes commis depuis le coup d'État de 1977 d'Albert René? Ou alors faut-il que la justice passe? On pense que oui, vers la réconciliation. Et d'ailleurs, on a certaines personnes qui sont venues pour donner leur témoignage, mais en même temps, ils ont fait la déclaration que pour eux, ils cherchent que la vérité. Et s'ils gagnent la vérité de ce qui s'est passé avec un membre de leur famille, donc pour eux, ça y est. Et on commence aussi, par exemple, les propriétés qui ont été prises par l'État. Là, on est dans la période... Vous commencez à les restituer. On commence à retourner ces propriétés. Donc, pour cette administration, ce n'est pas seulement des belles paroles. On ne cherche pas des belles paroles, mais on bouge plutôt vers l'action. On a aussi des personnes qui ont été récompensés par l'État. Par exemple, il y a un jeune qui a été battu et qui a été laissé pour mort, que l'État aujourd'hui commence à l'aider pour ses soins, pour les soins médicaux. Donc l'État séchelloise aujourd'hui commence à faire le travail, à parler avec ces personnes, justement pour qu'on puisse avoir cette réconciliation. Mais en même temps, il faut dire que pour certaines personnes qui ont été mal... enfin, je ne sais pas exactement comment décrire ça, mais qui ont fait une mauvaise expérience, pour eux, ils cherchent la justice. Mais pour avoir l'amnistie, on a dit, la personne qui a commis les crimes doivent venir de l'avant, faire une confession, agréer à rencontrer les victimes pour qu'il y ait réconciliation. Et donc, c'est victimes et bourreaux, agresseurs, pour pouvoir bouger de l'avant. Mais on attend à ce que le processus passe assez bien. Comme dans tous les pays, les effets de la crise sanitaire, vous l'évoquiez tantôt, Monsieur le Président, ont été très rudes pour l'économie séchelloise. Le secteur du tourisme, qui représente plus de 60% du PIB, a été très impacté. Même la monnaie locale, la roupie, a perdu plus de 70% de sa valeur. Oui. Vous pouviez rêver mieux pour commencer un premier mandat. Mais comment se relève-t-on d'une telle situation? Bon. Le moment qu'on a été élu, l'administration a dit le Covid est la priorité. Donc, en décembre, quand j'ai visité Abu Dhabi, dans mon dialogue avec le cheikh Mohamed, j'ai commencé le dialogue pour la vaccination. Et tout de suite, il nous a donné 50 000 doses de Sinopharm. Vaccin chinois. Vaccin chinois, mais effectif.
Donc, en janvier, quand on a eu la transmission communautaire, tout de suite, on a commencé avec la vaccination. Et puis, on a eu le Covishield, vaccin indien. On a eu 50 000 et là, tout s'est déroulé extrêmement vite. Et à ce moment, on s'est dit, bon, le 25 mars, il faut qu'on rouvre le pays encore une fois. Et à partir du 25 mars, on a eu l'ouverture du pays et c'est ça qui nous a sauvés. Et là, le taux de l'euro, par exemple, vis-à-vis la roupie séchelloise, c'est passé de 26 roupies pour 1 euro à 17. Le dollar américain s'est passé de 22 à 15 et même à 14. Donc, si on n'avait pas pris des décisions, aujourd'hui, on ne serait pas là où on est. Et là, aujourd'hui, avec les décisions qu'on a prises en tant que pays, hier, la France nous a retirés de la liste rouge. La Grande-Bretagne aussi, on n'est plus. Donc c'est la rouverture et Air France qui commence à revenir le 24 octobre. Donc, tout ça, les efforts ont payé. Ont payé, oui. Et bien sûr, le sacrifice des Seychellois et l'expérience de l'équipe médicale. Tout ça, les planètes ont été bien alignées pour nous et aujourd'hui, c'est... Vous voyez les résultats. Oui, on voit des résultats. Toujours pour parler de la crise sanitaire, Monsieur le Président, les Seychelles sont citées en exemple, car le taux de vaccination est un des plus élevés de l'Afrique. 71% de la population est vaccinée, 50% des enfants âgés de 12 à 17 ans le sont également. Mais paradoxalement, le taux de contamination est encore très élevé, 250 cas pour 100 000 habitants. Est-ce que le pays peut encore se permettre de mettre son économie sous cloche? Oui, mais c'est ça le résultat quand on est petit. On peut pousser, comme on a poussé pour la vaccination, et c'est déroulé extrêmement bien. Les Seychelles, à un point, étaient non seulement le pays le plus vacciné en Afrique, mais mondialement, on était premier, suivi par Israël et je crois, Abu Dhabi. Mais en même temps, parce qu'on est petit, la transmission peut aussi être plus rapide. Et c'est ça l'expérience qu'on a vécue. Mais en même temps, bon, la contamination, comme vous venez de dire, était très, très élevée. Probablement, les Seychelles est le pays avec le taux de contamination la plus haute dans le monde. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce qu'on fait pour combattre le Covid. Et aujourd'hui, encore une fois, on a montré qu'avec la résilience du peuple et avec les efforts, le taux est tombé, a baissé. Et là, encore une fois, la lumière est au bout du chemin. Est au bout du chemin, exactement. Monsieur le Président, sur le plan économique, les investissements des Émirats arabes unis sont très importants dans le secteur du tourisme. C'est certes une garantie de devise dont le pays a besoin, mais est-ce que vous ne courez pas le risque de perdre l'âme séchelloise? Non. Les Seychelles restent un pays souverain. On attire les investisseurs. Les Arabes sont venus, ils ont investi, exactement comme des autres nationalités. L'investissement, oui, nous acceptons l'investissement, mais notre souveraineté reste toujours sacrée. Non négociable. Non négociable. Et il y a plusieurs exemples où on a dit, même si on est petit, même si on nous offre beaucoup d'argent, non, c'est non négociable. Et ça, c'est un point cardinal
Votre politique. Politique pour cette administration. Et d'ailleurs, même pour la nationalité, on a auparavant on donnait des nationalités, des étrangers pouvaient acheter la nationalité séchelloise, mais depuis octobre 2020, on dit non. La nationalité peut être acquise seulement si un étranger est marié à un Séchellois et pour 15 années. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Les conditions sont sévères. Oui, les conditions sont sévères, oui. Alors, vous faisiez allusion à la souveraineté qui est non négociable. Hein. C'est le cas avec l'Inde et la Chine, hein, après le refus catégorique de devoir installer une base militaire sur l'île Assomption pour contrer l'expansionnisme de la Chine à Djibouti. Quel est aujourd'hui l'état de vos relations avec ces deux pays? Parfait. On est amis avec la Chine et avec l'Inde. Même après avoir dit non? Même après avoir dit non, parce qu'on dit, mais c'est notre souveraineté. Et d'ailleurs, c'est moi, en tant que chef de l'opposition, qui a premièrement dit non à l'Assemblée nationale. Ouais. À l'Assemblée nationale, on a dit carrément qu'on ne passerait jamais cet agrément. Donc ça s'est tombé. Et maintenant, en tant que président, je dis toujours non. Et je dis à l'Inde, notre souveraineté est sacrée. On reste amis, mais nous ne sommes pas intéressés avec la géopolitique, ainsi de suite. Venez aux Seychelles, les Américains, les Anglais, les Français. Et d'ailleurs, on vient de terminer un exercice militaire avec les Français, Cateau Noir. On a des Seychellois qui font leurs études en Amérique et aussi en Inde. On a aussi en Chine donc, et en Russe. Donc, on est amis avec tout le monde, mais la souveraineté est sacrée. Et dans la région, Monsieur le Président, est-ce que vous entretenez toujours de bonnes relations sur le plan économique et diplomatique avec l'île voisine, l'île Maurice? L'île Maurice, le Madagascar, les Comores, parce qu'on est dans la commission de l'océan Indien. Donc ça, c'est une commission vraiment sérieuse. Et la semaine prochaine, je vais recevoir le secrétaire général de la COI avec le Premier ministre mauricien. C'est toujours une très bonne relation et je vais le rencontrer en Écosse pour le COP 26. Et donc, on garde des relations vraiment, vraiment bonnes et sérieuses. Quels sont, Monsieur le Président, pour les Seychelles, les avantages de la zone de libre-échange mise sur pied par l'Union africaine? En tant qu'un pays non industrialisé, on tourne vers l'Afrique pour ce développement. Et donc, pour nous, on est toujours solidaires. Mais on sait aussi que les Seychelles peuvent devenir un pays de service. Donc, on pousse pour élever le niveau de l'éducation pour que les Seychelles puissent apporter sa propre contribution. Donc, on est solidaire avec l'Afrique, avec l'Union africaine. On est membre participant et qui pousse à tout le niveau. Donc pour nous, ça, c'est très important. Et on attend à ce que l'Afrique puisse devenir ce géant qu'on devait être et non pas un continent exploité par les autres qui font devenir les autres riches. Mais l'Afrique doit pouvoir travailler dans une manière pour élever le niveau. Et profiter de ses richesses. Exactement, profiter de sa richesse et élever le niveau des Africains. En 2009, alors que vous étiez opposant, vous avez obtenu la libération par la Somalie de 10 de vos compatriotes. Est-ce que la piraterie maritime est encore une menace dans l'océan Indien et comment la combattre? On travaille toujours avec l'Union européenne à travers l'UNAVFOR et le programme de Atalanta.
Aujourd'hui, c'est moins, mais quand même, on ne peut pas oublier qu'il y a toujours ce risque. C'est une menace. Ouais, la menace est toujours là. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement la piraterie, c'est aussi le combat contre la drogue, le terrorisme. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec l'Afghanistan, les affaires en Afghanistan. On sait bien que la drogue, qui nous affecte d'ailleurs, mais donc on a toujours cette coopération et la lutte contre la piraterie, la drogue et aussi le terrorisme reste toujours sur notre agenda. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui se passe en Mozambique. Donc Mozambique qui est tout près de nous. À quelques heures d'avion. À quelques heures d'avion, exactement. Et donc les Seychelles restent toujours vigilants et on travaille avec nos partenaires parce que quand même, on est petit et on a une grande territoire océanique à surveiller. 115 îles. Non seulement 115 îles, mais 1,4 million de mètres carrés. Donc un territoire plus grand que la France, plus grand que la plupart des pays européens. Et nous, on est vraiment petits, on n'a pas de ressources pour surveiller cette superficie. Les 20 et 21 novembre, la Tunisie devait accueillir le 18e sommet de la francophonie, une recommandation du Conseil permanent de la francophonie qui s'est tenu le 12 octobre à Paris a proposé un report du sommet en 2022. Comment vous avez accueilli cette information? Enfin, moi j'aurais voulu qu'on ait ce sommet, mais peut-être pas nécessairement en Tunisie avec les difficultés, les problèmes que connaît le pays, d'ailleurs pour le renvoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres pays francophones où le sommet aurait pu se tenir. C'est ça un peu ma désappointement. Vous regrettez d'avoir loupé ce premier rendez-vous pour vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que là, Seychelles et le monde francophone a une amitié extraordinaire. Donc j'aurais voulu que ce sommet eût se lieu. tienne. Ouais, exactement. À ce propos, Monsieur le Président, quelle est la place du français aux Seychelles, alors que la majorité de la population parle surtout le créole et l'anglais? Oui, mais d'ailleurs, le créole, c'est le français simplifié. Oui, c'est vrai. Donc, le lien est fondamental. Mais en même temps, avec la colonisation anglaise, on est passé plus à l'anglais. Mais notre code civil est toujours le code de Napoléon. Donc, français, on est passé du côté criminel, c'est anglais, et du côté civil, c'est Napoléon. Mais aujourd'hui, malheureusement, je sens qu'on perd un peu le français, et c'est pour cette raison qu'encore une fois, moi, cette administration cherche à élever le niveau du français. On a beaucoup parlé avec l'ambassadeur de France et on cherche une collaboration beaucoup plus étroite avec la Réunion, parce qu'on a la France 2 heures d'ici. Donc, on cherche cette collaboration et on pousse pour que le niveau de français, et spécialement aussi, si on veut bien passer vers le service, ce n'est pas seulement l'anglais, mais c'est le français. Ce sont d'autres langues aussi. Donc, le français a sa place dans notre pays. C'est une langue officielle et on pousse. Et vous le parlez très bien, Monsieur le Président. Oh, merci bien, madame. Une dernière question, Monsieur le Président, pour terminer cet entretien.
Au terme de ces 12 mois à la tête des Seychelles, quelle est l'action dont vous êtes le plus fier et quelle est celle que vous regrettez d'avoir prise? Je suis très fier de la manière qu'on a géré le pandémique pour passer à la vaccination et la rouverture du pays. Et aujourd'hui, pour voir la stabilité et l'économie qui commence enfin, l'économie qui a eu cette nouvelle souffle. Donc, ça, c'est que la fierté. Mais en même temps, le regret, ce n'est pas vraiment le regret, mais quand même pour avoir pris des décisions difficiles que peut-être certaines personnes, certaines couches de la population s'est senties un peu mal passées. Mais moi, en même temps, j'ai l'espoir que finalement, ces décisions difficiles, c'est exactement comme la vie de tous les jours. On prend des décisions qui sont parfois difficiles vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis nos voisins, vis-à-vis notre emploi. Mais c'est seulement plus tard qu'on voit l'avantage de ces décisions. Mais on devait d'abord prendre ces décisions. Donc, première année, difficile. Probablement le président qui est venu à la présidence dans un moment le plus difficile. J'ai jamais célébré cette victoire après 30 ans. 30 ans de lutte, de combat. On n'a jamais eu de célébration. Mais moi, j'ai l'espoir que le travail que fait cette administration est formidable. Portera ses fruits. Oui, portera ses fruits. Et dans l'année qui commence bientôt, là, le peuple séchellois va dire oui, c'était vraiment une très bonne décision en 2020 pour élire cette administration et que maintenant on voit que la lumière n'est pas seulement au bout du tunnel, mais la lumière est sur le pays. Monsieur le Président, merci infiniment. Merci infiniment, Madame Denise.